Cette semaine, enquête sur la saga judiciaire d'une Canadienne emprisonnée en Colombie. C'était terrible. Ces jours-là, notre vie a changé complètement. Quand ils m'ont arrêté, je comprenais rien. Le procès reposait sur la haine. On a tourné le dos aux preuves. Si on tient compte des lois colombiennes, on voit bien qu'il n'y a pas eu de condamnation injuste. Moi, je peux pas croire que ma mère a fait ça. Bienvenue à Enquête. Ce soir, nous vous racontons l'histoire de Judith Brassard, cette Québécoise condamnée à 28 ans de prison pour avoir commandé le meurtre de son mari colombien. L'une de nos équipes s'est rendue en Colombie et a rencontré, entre autres, l'un des tueurs et une intermédiaire de cet assassinat. Leur révélation jette un doute sérieux sur la façon dont la justice colombienne a mené ce procès. Enquête retrace les étapes qui ont mené à sa condamnation. Elle était professeure de musique, lui orthodontiste. Pendant 10 ans, Judith et Felipe ont vécu le bonheur quasi parfait à Santa Marta, une petite station balnéaire des Caraïbes colombiennes. Avec leurs 2 enfants, Mariana et Felipe David, le couple faisait partie de l'une des familles les plus influentes de la région de Santa Marta. Un matin de décembre 2006, Felipe Rojas Gnecco quitte son cabinet d'orthodontie dans le centre médical Perla del Caribe vers sa voiture. La méthode est typiquement colombienne. 2 hommes à moto, l'un armé d'un pistolet, lui tire 3 coups de feu dans la nuque à bout portant. Felipe Rojas meurt sur le coup et s'effondre à l'intérieur de sa voiture. Judith Brassard, l'épouse de Felipe, est à Montréal avec les enfants au moment du meurtre. Elle apprend la nouvelle au téléphone de sa belle-mère en Colombie. Elle dit, Judith, ils ont tué Felipe. J'ai dit, non, non. Puis j'arrêtais pas de crier. 2 ans après la mort tragique de son mari, Judith Brassard est arrêtée, condamnée et incarcérée dans une prison colombienne pour avoir commandé son meurtre. Pourtant, dans ce plaidoyer déposé en Cour suprême, l'ombudsman de la justice colombienne demandait la libération de Judith Brassard. Pour tenter de comprendre cette condamnation, nous avons obtenu l'autorisation de rencontrer Judith Brassard dans sa prison de Santa Marta. Nous avons aussi rencontré des témoins qui n'ont jamais été entendus lors du procès. Nous avons même rencontré l'un des tueurs. Ce qu'ils disent tous, c'est que Judith Brassard n'a pas tué son mari Felipe Rojas. Témoignage exclu, absence de preuves, Judith Brassard a-t-elle eu droit à un procès juste et équitable? La question se pose. Québec, le 26 mai 1993. C'était une longue fin de semaine au mois de mai. Donc, il y a une minivan qui s'est stationnée. Puis je voyais que le chauffeur avait comme une map. Puis il tournait la map de tous les côtés. Donc, j'ai frappé à la porte, puis je leur ai dit, est-ce que je peux vous aider? Ils sont plusieurs étudiants latinos, mais Judith n'a Dieu que pour Felipe Rojas, 27 ans, un étudiant en orthodontie à l'Université de Mexico. Judith et Felipe passent l'été ensemble à Québec, puis au Mexique en attendant la reprise des études de Felipe. C'était un coup de foudre. On a passé 2 mois, on se voyait tous les jours. Puis c'était vraiment le père de mes enfants, là. C'est vraiment... L'automne venu, Judith est de retour au Québec. Diplômée en musique à l'Université Laval, elle a accepté un poste d'enseignante dans un collège privé de Montréal. Mais elle rêve d'une carrière sur scène et elle monte son premier spectacle solo. Même de loin, l'intense roman d'amour avec Felipe continue. Elle remet en cause son projet de carrière. Hi, baby. We are the 26th of December, and it's very cold in Quebec now. On a été séparés physiquement,
Dans ce temps-là, l'Internet, c'était pas pour tout le monde. Ouais. Donc, c'était téléphone, lettres. Puis, à un moment donné, on a dit, bon, c'est fini ou on se marie. Le mariage a lieu à la chapelle Notre-Dame de la Victoire à Québec, le 6 août 1994. Qui prend mari, prend pays. Quelques semaines plus tard, Judith entame une nouvelle vie à Santa Marta, en Colombie, avec l'homme de sa vie, Felipe Rojas. Felipe, c'était l'amour de ma vie. Il traitait tout le monde égal. Il n'y avait pas de différence sociale. Moi, encore moins. Vu pour être canadienne, je dis à Santa Marta, il y a beaucoup de différences sociales. Des différences sociales qui ne sont pas toujours faciles à surmonter pour une étrangère comme Judith qui vit au sein d'une famille influente. Le beau-père, Juan Rojas, est un major de l'armée à la retraite. Les familles Rojas et celles de la belle-mère, Ilva Gnecco, sont de vieilles souches en ville. Des familles bien branchées dans toutes les institutions sociales, politiques et juridiques de Santa Marta. Malgré ces différences, Judith s'intègre assez rapidement. Elle enseigne la musique au chic collège bilingue de Santa Marta, pendant que Felipe développe sa pratique d'orthodontie. Ils fondent une famille, 2 enfants, Mariana et Felipe David. La vie de famille est intense. Les frères, sœurs et même les cousins sont omniprésents. Au fil du temps, le couple prospère. Ils achètent un condo dans un chic quartier de Santa Marta, tout près des beaux-parents, et fréquentent les meilleurs clubs et associations de la région. C'était une personne que quand il arrivait, il prenait l'attention pour ses jokes, ses farces. C'est sûr, il était beau, d'ailleurs. C'était physiquement très beau. Séducteur ou pas? Non, il n'y avait pas besoin de parler. Pas séducteur, Felipe, mais volage en tout cas. Judith apprendra, grâce à une facture de téléphone, qu'il l'a trompée déjà lors de sa première grossesse. Il appelait souvent une autre femme. J'ai jamais souffert pour les amendes de mon mari. J'ai su qu'il y avait une femme qui l'appelait, puis j'ai cherché le nom de c'était qui, mais c'est la seule chose que j'ai fait pendant tout mon mariage. Le reste du temps, Felipe venait toujours coucher à la maison. Je veux dire, j'ai jamais souffert pour ça. Mais le climat politique en Colombie pèse plus lourd sur le couple que les indiscrétions de Felipe. Depuis 50 ans, une guerre civile ravage la Colombie. Pour se protéger de la guérilla, des FARC, les forces armées révolutionnaires colombiennes, les familles puissantes ont formé des groupes d'autodéfense paramilitaires qui finissent par se livrer au banditisme et au trafic de drogue. Dans cette époque-là, il y avait beaucoup de pêche miraculeuse en Colombie. Ah c'est-à-dire oui, que si tu vas de Santa Marta à Barranquilla, ils peuvent t'arrêter, ils te kidnappent puis demandent de l'argent. Ça nous est jamais arrivé, mais c'était très courant dans les années 98, 99, 2000. Donc, je disais à Felipe, pourquoi on ne va pas vivre au Canada? En juin 2001, Judith obtient un poste d'enseignante à Windsor. Felipe doit venir la rejoindre plus tard. Les enfants s'adaptent mal. Ça n'a pas marché. Raymond Brassard est à Windsor pour aider sa fille avec les enfants. Felipe aimait mieux qu'elle reste ici que de s'en retourner là-bas. Puis quand elle s'en retournait là-bas, ça l'a dérangé beaucoup, lui. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Il y avait des amis de femmes en dehors du mariage. J'ai décidé de revenir malgré qu'il n'était pas d'accord. Puis c'est là qu'on a commencé à avoir des problèmes. Disons que il y a quelque chose là, qui n'a pas marché. Là. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Judith reprend sa vie à Santa Marta. Elle retrouve son travail au collège bilingue. Au cours des 5 années suivantes, elle produit des spectacles et des comédies musicales avec ses étudiants. Elle enregistre même un CD, son premier, intitulé « Amame, aime-moi ». S'adresse-t-elle à Felipe? En tout cas, depuis le retour de Windsor, les relations ne sont pas bonnes. Ce qui mène Judith à être infidèle à son tour. Même si on veut garder les apparences d'une vie familiale heureuse, le couple bat de l'aile. Juin 2006. Judith et les enfants quittent Santa Marta, prétextant des vacances au Québec.
Rendue à Montréal, elle entame des procédures de divorce. Son avocate lui fait comprendre qu'il n'y a pas d'entente entre le Canada et la Colombie en ce qui concerne la séparation de biens familiaux. Judith se rend donc à Miami, où elle vide le compte de banque conjoint de ses 119 000 $ en imitant la signature de Felipe. Puis, elle appelle sa domestique, Catherine Pitre, à Santa Marta pour qu'elle lui envoie ses bijoux. À la fin août 2006, la Cour familiale du Québec annule l'union de Judith Brassard et de Felipe Rojas. Elle accorde à Judith la garde temporaire des enfants. Mais Felipe contre-attaque. Il accuse Judith d'enlèvement et demande le retour immédiat des enfants. Le tribunal lui donne gain de cause. Mariana, 11 ans, et Felipe David, 9 ans, sont colombiens. Ils doivent retourner dans leur pays. On dirait que quand j'ai su vraiment qu'il fallait que je retourne les enfants, j'ai dit hey, « qu'est-ce que j'ai fait là? » Je suis juste partie dans mon pays, où est ma famille. C'est juste que je suis partie trop loin. Je suis partie au Canada, donc tout est devenu plus grave à cause de ça. Le 4 décembre, Judith confirme par courriel le retour des enfants en Colombie à la fin du mois. Puis, elle les dépose à l'école et se rend au travail au Collège Loyola. Le même jour, presque à la même heure, Felipe Rojas Gnecco est abattu en pleine rue devant sa clinique à Santa Marta. Judith décide de précipiter son retour pour la Colombie. Mais avant, elle doit parler aux enfants. Il n'y a pas une mère qui veut dire à ses enfants que leur père s'est fait tuer. Felipe David n'arrêtait pas de crier. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi mon père? Pourquoi? Puis Mariana, elle n'a rien dit. Mariana, elle avait 2 larmes, puis elle n'a rien dit. Rien. Je disais rien, puis je pleurais pas. C'était un choc total pour moi. Ce n'est qu'une fois arrivée à Santa Marta, au salon mortuaire, que la petite Mariana craque. Je disais qu'il faudrait que j'aille, puis que je vois que c'est lui. Mais oui, je fais ça. Puis après ça, j'ai pleuré. L'enterrement a lieu le jour suivant. C'est alors que Judith prend une autre décision qu'elle ne tardera pas à regretter. Donc, c'est là que j'ai décidé de rester en Colombie. Pas parce que c'était moi qui voulais ça. J'étais bien mieux avec ma famille dans mon pays, mais je l'ai fait comme un sacrifice. Donc, comme pour payer que j'avais fait quelque chose de pas correct, de séparer mes enfants de leur père. Puis en plus, il est décédé. Mais son père, Raymond Brassard, a un mauvais pressentiment. Je voulais pas qu'elle demeure là-bas à nouveau, parce qu'elle avait entrepris des procédures de divorce. Hein? Mais elle avait pas l'air de se méfier. Mais vous... Non, oh non, elle, là, c'est une bonne personne. Hein? Ça fait pas de mal à une mouche. Très vite après l'enterrement, selon Judith, son beau-frère José Rafael lui conseille de toucher les assurances-vie de 115 000 $ de Felipe. Elle demande à José Rafael d'en investir 30 000 pour les enfants. Avec le reste, elle s'achète une assurance-vie en nommant les enfants comme bénéficiaires. En décidant de rester vivre en Colombie, Judith est loin de se douter que ses actions de la dernière année, l'encaissement des assurances-vie, l'enlèvement de ses enfants, la récupération de ses bijoux et le retrait de l'argent à la banque de Miami, et même son infidélité, tout ça servirait d'argument plus tard pour la condamner. Après la pause, les enquêteurs arrêtent les responsables du meurtre de Felipe Rojas, sauf que c'est Judith Brassard que la famille accuse. Ça, c'est la Canadienne, c'est la Canadienne, c'est à cause de l'argent qu'elle a pris, c'est la Canadienne, c'est... Donc, c'est ça tout de suite qui est elle qui a crié ça. Après l'enterrement de Felipe, Judith Brassard décide de rester à Santa Marta, en Colombie, pour que ses enfants soient à proximité de leurs grands-parents. Mais l'ambiance n'est pas très agréable. C'était pas une mauvaise ambiance, mais c'était pas une bonne ambiance. Il y avait beaucoup de tristesse. Je veux dire, c'était tout le monde n'en revenait pas. Personne ne savait ce qui s'était passé.
Judith ne le savait pas, mais la chronique d'une condamnation annoncée, c'est la formule de son avocat au procès. La machination avait commencé. Sa belle-sœur, Ilva Marta, l'accuse. Elle s'acharne à insinuer de façon haineuse que Judith est la responsable du meurtre de Felipe. Ça, c'est la Canadienne, c'est la Canadienne, c'est à cause de l'argent qu'elle a pris, c'est la Canadienne. Donc, c'est ça tout de suite qui a crié ça. Mais personne ne me le disait. De longs mois passent et l'enquête sur l'assassinat de Felipe Rojas ne progresse pas. Jusqu'à ce que la police finisse par arrêter ce jeune homme, Gabriel Ramirez Polo, l'un des tueurs. Son complice qui conduisait la moto l'a dénoncé. Dans une entrevue exclusive, il explique pour la première fois à la caméra comment il a tué froidement Felipe Rojas ce matin de décembre 2006. J'ai vu la voiture de M. Felipe et je me suis approché. Lorsqu'il s'apprêtait à monter dans la voiture, je me suis approché davantage. Et je l'ai tiré 3 fois. Les deux tueurs avouent. Ils ont été engagés par un ancien paramilitaire, John Osorio, qui se trouve être le conjoint de la domestique de Judith, Catherine Pitre. Tous les 4 sont reconnus coupables du meurtre de Felipe Rojas et condamnés à de lourdes peines de prison. Reste maintenant à trouver celui ou celle qui a commandé l'assassinat. Plusieurs pistes se présentent aux enquêteurs. Dans un tout autre procès, un témoin se fait interroger sur le cas de Felipe Rojas. C'est un cas de vengeance, dit-il. L'orthodontiste aurait eu une relation amoureuse avec la femme d'un commandant paramilitaire. Crime passionnel. Mais le plus troublant encore, c'est la version, non corroborée, de l'un des tueurs, Ramirez Polo. Juan Miguel, il avait une camionnette blanche. C'est un chirurgien, un médecin. Quelques jours après l'assassinat, en se rendant chez John Osorio pour se faire payer, Gabriel Ramirez Polo voit le frère de Felipe, Juan Miguel, dans une camionnette blanche. J'ai vu la camionnette devant la maison d'Osorio. Le frère de Felipe lui a remis un paquet. C'était le solde de l'argent pour le meurtre. Ramirez Polo dit que ses complices lui confirment que c'est bien le frère qui a commandé et payé le meurtre. Je lui ai dit « Pourquoi tu ne m'en as pas parlé ?» Il m'a répondu « C'est son frère qui l'a fait tuer. » À son procès, Ramirez Polo veut tout révéler, mais il affirme qu'on l'a forcé à garder le silence sous menace d'alourdir sa peine. Ces témoignages sont-ils véridiques? On ne le saura jamais, car ces pistes n'ont pas été explorées par la Fiscalia, les enquêteurs du bureau du procureur général. C'est comme s'ils avaient déjà décidé que c'est Judith qui avait commandité le meurtre de son mari. Ils l'ont placée sous écoute électronique. On cherchait à savoir si elle tenterait de communiquer avec les assassins. Ça n'a rien donné. L'été 2008, Judith part en vacances au Canada avec les enfants. Elle sait qu'à son retour, elle est attendue pour une rencontre avec les enquêteurs. Elle est craintive. Ça lui fait peur, cette rencontre. Elle sent quelque chose... Elle n'avait pas le goût d'y retourner. Mais elle aurait pu rester ici. Elle aurait pu. Est-ce qu'elle aurait dû rester ici? Oui, mais elle était seulement en vacances. À son retour, Judith se rend à la convocation des enquêteurs. Après l'avoir nié lors de l'enquête préliminaire, elle avoue avoir falsifié la signature de son mari pour retirer l'argent du compte de banque de Miami. On lui demande si elle soupçonne quelqu'un du meurtre de son mari et elle donne les noms qui courent sur toutes les lèvres à Santa Marta, sa domestique Catherine Pitre et son mari, le paramilitaire John Osorio. Le couple réagit, lui rend l'appareil et l'accuse formellement de leur avoir commandé et payé le meurtre de son mari Felipe. Selon Osorio, Judith lui aurait donné l'ordre de tuer Felipe par téléphone pendant qu'elle était à l'extérieur du pays. Sur la foi de ces deux témoignages, Judith Brassard est arrêtée le 27 août 2008 pour le meurtre de son mari, Felipe Rojas.
Quand ils m'ont arrêté, je comprenais rien. Je savais pas qu'est-ce qui est arrivé. Ils ont dit non, il y a quelqu'un qui a fait un témoignage pour collaborer avec la justice. Bien, j'ai dit que ce soit n'importe qui, c'est des mensonges parce que je n'ai pas fait ça. Après la pause, début d'une descente aux enfers pour Judith Brassard. Je me suis approchée, j'ai dit, écoute, si tu as un cœur de mère, dites la vérité parce que mes enfants, ils n'ont pas de père puis ils n'ont pas de mère. Puis c'est pas juste. J'ai rien fait puis tu le sais. Le 27 août 2008, basé sur les témoignages de John Osorio et de Catherine Pitre, les agents de la Fiscalia, les enquêteurs du bureau du procureur général, se rendent au collège bilingue de Santa Marta pour arrêter Judith Brassard. Au Canada, ses parents sont catastrophés. Ça a été très dur pour moi. Les 15 premiers jours, je dormais pas, je mangeais pas. C'est un choc. Tu ne crois pas, tu brailles, hein? Tu pleures. Judith est placée en détention préventive dans la prison de Santa Marta, la même prison qui renferme le tueur Gabriel Ramirez Polo et celui qui l'a recruté, John Osorio. Dans la section des femmes, Judith tombe face à face avec une autre détenue, son ancienne domestique, Catherine Pitre. Je me suis approchée, j'ai dit, écoute, si tu as un cœur de mère, j'ai dit, dites la vérité. Dites la vérité parce que mes enfants, ils n'ont pas de père puis ils n'ont pas de mère. Puis c'est pas juste. J'ai rien fait puis tu le sais. Puis, coup de théâtre, sa domestique, Catherine Pitre, se rétracte. Je ne supportais plus la pression. C'était injuste. Elle a été accusée de quelque chose qu'elle n'a pas fait. Quand je me suis rendu compte des gestes d'Osorio, ça m'a fait mal de l'avoir en prison. À cause de nous. À cause de lui. John Osorio, qui n'a pas accepté de nous rencontrer, se rétracte également. Il affirme que Felipe a été tué parce qu'il blanchissait de l'argent relié au trafic de la drogue et qu'il devait 100 000 $ à des chefs paramilitaires. Osorio refuse de dévoiler les noms de peur de se faire tuer. La justice colombienne écartera ces deux rétractations pourtant spectaculaires et qui innocentaient Judith. On n'a jamais cru qu'il y aurait un procès parce qu'il s'est rétracté, cet Osorio-là. Il dit, j'ai fait un faux témoignage, elle n'est pas coupable en rien. À ce moment-là, on a dit, ben coudonc, c'est le bon sens, là. Ils vont la faire sortir, mais non. Avril 2009, début du procès de Judith Brassard à Santa Marta. La journaliste Ginette Lamarche de Radio-Canada parvient à lui arracher quelques paroles alors qu'elle se dirige vers la salle d'audience. Est-ce que vous avez l'impression que vous allez pouvoir avoir un procès juste et équitable? Je ne sais pas, parce qu'apparemment, le juge, c'est toujours bien en face de tout le monde, sauf que par en dessous, il y a beaucoup de choses d'influence de la famille. À l'extérieur, les amis de Judith manifestent, mais ils sont rapidement découragés. Hector Messa, un ami de Judith, accuse la famille d'intimidation. On sentait l'agression de la famille. Ils nous pointaient du doigt, comme ça. Vous m'avez demandé pourquoi le mouvement s'est effrité? En Colombie, quand on te pointe du doigt, tu te retrouves avec la gorge tranchée. Dans la salle d'audience, l'atmosphère est aussi très tendue. Très tendue. La famille ne voulait pas de journalistes dans la salle d'audience. Elle a demandé au juge de sortir les membres des médias. Le juge a accepté. Judith est défendue par l'avocat Gustavo González Ramos. Lui aussi sent le poids de la famille sur tout le processus judiciaire. C'est une famille puissante qui vit une énorme tristesse, une grande douleur. Elle veut se venger à n'importe quel prix. La stratégie du procureur repose sur le premier témoignage accusatoire de John Osorio.
Osorio aurait proposé d'aider Judith avec ses problèmes de couple, en faisant peur à Felipe ou en l'éliminant, au choix. Cette rencontre aurait eu lieu à Santa Marta en juillet 2006. Sauf que Judith n'était plus à Santa Marta au mois de juillet. Osorio dit qu'il a accepté d'orchestrer l'assassinat de Felipe pour la somme de 4 000 $ après avoir parlé à Judith sur son cellulaire de la compagnie Hola alors qu'elle était à l'extérieur du pays. Sauf que le cellulaire colombien de Judith était resté à Santa Marta. Osorio dit qu'il a ordonné la mort de Felipe après avoir reçu le signal de Judith lorsqu'elle était au Panama. Judith n'a jamais mis les pieds au Panama. Ces incohérences ne semblent pas déranger les représentants de la justice colombienne. Pas plus que la démonstration par l'avocat de Judith qu'il n'y a eu aucune communication téléphonique entre Osorio et Judith. Preuve rejetée par le juge qui invoque une erreur de procédure. No existe prueba alguna de que Judith. Il n'y a aucune preuve que Judith ait contacté un tueur à gages par téléphone, par Internet ou par n'importe quel autre moyen. Alors la grande question, c'est comment Judith aurait-elle pu ordonner l'exécution? Par télépathie? Lorsque le procureur a fait sa présentation, on se serait cru au cirque. Ça avait une allure folklorique. La représentante de la Fiscalia se nettoyait les ongles. On a même pris une photo d'elle qui dormait pendant l'audience. Incroyable. Pas de preuve de communication avec John Osorio, pas de preuve de paiement non plus. Selon lui, j'ai dit non, tue-le, puis quand je vais revenir du Canada, je vais te payer. Meurtre à crédit. Ben oui, un meurtre à crédit. Ce qu'il a dit, c'était tous des mensonges, parce que techniquement, c'est prouvé que je ne l'ai pas téléphoné, que j'ai pas parlé avec lui, qu'il disait n'importe quoi. Tout Santa Marta suit le procès attentivement. La presse unanime s'en tient à la version officielle. Même avant d'être condamnée, Judith Brassard est surnommée la veuve noire. La famille est intervenue auprès des propriétaires des médias. On voulait que les reportages sur le procès démontrent que Judith Brassard était coupable de l'homicide. Preuves et témoignages rejetés. Expulsion des journalistes de la salle d'audience. Pression de la famille sur les amis de l'accusé et sur les propriétaires des médias locaux. Un procès pour le moins confus. Juste et équitable, la question se pose. Le procès n'avait aucun fondement rationnel. Les preuves, la justice, on a mis tout ça de côté. Le procès reposait sur la haine. On a tourné le dos aux preuves. Résultat, une grande injustice contre Judith Brassard. Le procès dure 9 longs mois. Lorsque le verdict tombe, il est terrible. 28 ans de prison et 2 millions de $ en réparation à la famille du défunt. On était convaincus qu'elle allait sortir. On a même apporté du vin et des fleurs. Et c'est comme ça. Moi, je peux pas croire que ma mère a fait ça. Elle était trop innocente, trop... je sais pas comment dire ça en français, mais elle était trop innocente pour faire quelque chose comme ça. J'ai jamais pu penser à ça. Tu n'as jamais douté? Non, jamais, jamais, jamais. La famille Rojas Neco n'a pas voulu participer à notre enquête. À sa place, elle a délégué son avocat Ivan González Amado. Il y a suffisamment de preuves pour confirmer la culpabilité de Judith Brassard.
Il est certain que ces preuves peuvent offrir des hypothèses divergentes. Mais si on examine l'analyse faite par les représentants de la justice, et si on tient compte des lois colombiennes, on voit bien qu'il n'y a pas eu de condamnation injuste. Judith accuse le coup difficilement. Est-ce que vous diriez que vous avez été piégé par la famille? Je sais pas. Est-ce que vous diriez que vous avez été piégé? Bien, piégé. Dans un sens, si j'avais vraiment voulu repartir au Canada, je l'aurais fait. Donc, j'ai voulu rester ici, mais j'ai jamais pensé qu'il penserait ça. Il est trop tard pour des regrets, mais tout n'est pas perdu. Il reste des recours et de l'espoir à la cour d'appel. Après la pause, la famille Rojas a-t-elle tenté de manipuler le verdict? Il voulait que je demande au jeune homme qui a commis le meurtre d'accuser Judith. Je lui ai dit non. Judith est en prison depuis près de 6 ans, dans des conditions qui ne sont pas faciles. On est presque 140 femmes dans un endroit où il devrait y avoir 50. Donc, personnellement, dans ma cellule ou dans ma chambre, c'est plus comme une chambre. On est 5. Sans autorisation de visiter la cellule de Judith, nous avons demandé à une des détenues de prendre des images avec un cellulaire. On n'est que 5 personnes. Il y en a 3 qui ont des lits. Moi, j'ai un lit, mais c'est parce que ça fait longtemps que je suis ici. Et il y en a 2 qui sont sur le plancher, avec un matelas quand même. C'est difficile, la promiscuité? Oui, c'est sûr. Il faut apprendre à tolérer, il faut apprendre à partager, il faut faut être prêt toujours à donner la main à quelqu'un parce qu'il y a beaucoup de besoins ici. Je me sens privilégiée personnellement. Pour aider à combler ses besoins, Judith se rend utile. Elle donne des cours d'anglais aux détenus et au personnel de la prison. Judith peut voir ses enfants 1 heure seulement par semaine. C'est ce qu'il y a de plus difficile. L'absence de ma mère, c'est toujours dur. Je pense qu'elle n'a pas été dans les étapes, comme dans les années qu'on avait besoin d'elle. On a toujours besoin d'elle, mais dans les années qui étaient comme 13 ans, 14, 15, qu'on était comme toujours... moi, par exemple, je pleurais tout le temps, j'étais tout le temps comme ça, puis elle savait pas parce que je voulais pas la faire pleurer, puis tout ça, mais c'était dur. Pour aider à passer le temps, Judith a organisé un groupe de chant. Judith semble bien supportée, mais ça n'a pas toujours été le cas. Pendant qu'elle attendait le verdict du juge de la cour de première instance, elle a subi des menaces d'extorsion. C'est des personnes qui rentraient jusqu'ici. Il me disait, le juge te fait dire que si tu lui envoies 20 000 tu vas être libéré. Alors, qu'est-ce que je répondais? Je disais, je vous crois pas. Autre tentative de corruption. Après le procès, le frère de la victime, José Rafael Rojas, aurait tenté de soudoyer la directrice de la prison pour qu'elle transfère Judith loin de Santa Marta. Il voulait que je lui accorde une faveur. Il voulait que je la transfère dans une prison à sécurité maximum pour qu'elle n'ait plus de contact avec ses enfants. Je lui ai dit, je suis une mère. J'ai un fils du même âge que celui de Mme Brassard. Ne comptez pas sur moi. Sandra Calero perd son emploi. Judith est transférée près de Cali, à 1200 km au sud de Santa Marta. Elle a dû se battre, et ses enfants aussi, pour revenir. Témoignage semblable à la prison de Monteria.
Adriano Sanchez Comas est un chef paramilitaire bien connu. Il dit que José Rafael Rojas, son ancien ami et collègue de l'école d'architecture, aurait aussi tenté de le soudoyer. Il voulait que je demande au jeune homme qui a commis le meurtre d'accuser Judith. Je lui ai dit non. J'aurais pu témoigner. ¿Y qué pasó? No, creo que fue que no permitieron el testimonio mío. Le juge ne voulait pas. L'avocat de Judith voulait présenter mon témoignage comme preuve. Trató de meter como prueba eso, pero nunca conseguimos que Le juge a refusé. Il n'y avait rien à faire. Et on a condamné Judith. L'autre frère de Felipe, Juan Miguel Rojas, aurait lui aussi offert de l'argent à l'un des tueurs pour qu'il inculpe Judith Brassard. Je lui ai dit non, je ne t'aiderai pas. Il m'a répondu, si tu ne collabores pas, je vais te tuer le jour où tu sortiras de prison. Je lui ai dit, je t'attendrai. Pour l'avocat de la famille, ces accusations sont insensées. Les frères Rojas n'ont pas tenté de manipuler la preuve. Les preuves sont administrées et présentées par la Fiscalia. Elles ne sont pas présentées ni orientées par la famille. La Fiscalia, qui est chargée d'enquêter, et le juge sont complètement indépendants de la famille. Le 20 octobre 2010. La condamnation de Judith est confirmée par la Cour d'appel du district de Santa Marta. Énorme déception, une fois de plus. Convaincus d'une grande injustice, Judith Brassard et sa famille ont demandé très tôt l'aide du gouvernement canadien. Judith a demandé d'avoir quelqu'un au procès à chaque fois. De l'ambassade de Bogota, canadienne à Bogota, il a envoyé quelqu'un. Jamais on a eu des échos de tout ça. Jamais on n'a rien eu un rapport de ça. J'ai fait une plainte écrite en 2 volets. Une au mois de mai, puis l'autre au mois de novembre 2010. Jamais entendu parler du résultat. Jamais, jamais, jamais. Si vous demandez quelque chose, ils vous l'accordent. Mais jamais on vous aide. Les documents du ministère des Affaires étrangères du Canada confirment que l'ambassade canadienne à Bogota a envoyé une observatrice à la plupart des audiences et qu'elle s'assurait de conditions de détention convenables. Mais pas question pour le Canada de s'immiscer dans les procédures judiciaires de la Colombie, tant que les recours judiciaires n'ont pas été épuisés. C'est la politique officielle. L'ambassade canadienne également a demandé une révision du procès par le Conseil de la magistrature. Il y a eu enquête, mais elle n'a donné aucun résultat. Bogota, le cœur du quartier historique. La Cour suprême s'apprête à réviser la cause de Judith Brassard. Le ministère public de la Colombie, c'est-à-dire l'ombudsman de la justice colombienne, donc l'État colombien lui-même, produit un document choc. Le ministère soulève l'absence totale de preuves matérielles. Il remet en cause la crédibilité accordée par le tribunal aux déclarations de John Osorio. Il soulève que la preuve démontre que Judith Brassard n'est pas allée au Panama, qu'il était impossible qu'elle ait utilisé son cellulaire colombien puisqu'il était resté à Santa Marta, et que les registres des communications indiquent qu'Osorio n'a pas reçu d'appel de Judith aux dates spécifiées dans son témoignage. Pour le ministère, il est clair que le récit de John Osorio ne correspond pas à la réalité et qu'il faut appliquer le principe du doute raisonnable. Il demande à la Cour suprême de casser la sentence et d'acquitter Judith Brassard. Judith, les amis et la famille sont ravis. Ils sont sûrs de gagner. Mais lorsque la bombe explose, personne ne veut y croire. Les juges de la Cour suprême confirment les décisions des 2 premières instances, 28 ans de prison pour meurtre et $2 millions en réparation à la famille du défunt. La Corte Suprema de Justicia dejó infirme la condena de 28 años de prisión en contra de la ciudadana canadiense Judith Brassard. Les juges disent que Judith était la seule personne qui a eu de sérieux problèmes avec la victime et qu'elle était la seule personne qui aurait pu bénéficier de sa mort. Toi, tu penses qu'il y a eu de la corruption tout le temps jusqu'à la Cour suprême?
Tout le temps, la Colombie, c'est tout le temps de la corruption. Moi, j'ai pensé à étudier de droit pour la corruption, je n'ai pas fait ça. Il manque un morceau à l'histoire, à quelque part. Et c'est quelque chose qu'on veut étouffer. C'est sûr. Écoute, si la Cour suprême a été capable de reconfirmer ma sentence, qui est basée sur rien, de l'air, des suppositions, de ce que j'ai fait quand je me suis séparée, puis de ce que j'ai fait quand Felipe était mort comme veuve, sur aucune autre preuve. On ne saura peut-être jamais qui a commandé la mort de Felipe Rojas Nieco. Avec tant de pistes inexplorées et des témoignages contradictoires, une chose reste certaine. Il n'a pas été prouvé, hors de tout doute, que Judith Brassard est responsable du meurtre de son mari. Vous n'allez pas arrêter de vous battre pour la faire libérer, j'imagine. Jamais. Tout ce qui est possible de faire, on va le faire. Parce qu'on le sait qu'elle est innocente. Pour la fille de Judith, Mariana, pas question de laisser tomber sa mère. Toute la vérité, ça va sortir un jour. Tout ce que se fait ici, se fait ici. C'est ça que je crois. Et sinon, c'est moi qui va faire ça. Qui va trouver? Qui va trouver ça. Tu veux chercher, tu veux trouver qui a fait ça pour toi? Théoriquement, Judith Brassard a épuisé tous ses recours juridiques en Colombie. Tout ce qu'il lui reste, c'est l'opinion publique et peut-être la justice internationale. À moins de relever de nouvelles preuves, tout ce qui reste pour Judith Brassard, c'est un recours auprès de la Commission interaméricaine des droits humains, le tribunal de l'Organisation des États américains basé à Washington. Ces recommandations sont souvent respectées en Amérique latine. Mais pour que la demande d'enquête ait du poids, il faudrait qu'elle soit faite par le gouvernement canadien. Ces recours, longs et compliqués, pourraient être facilités si l'opinion publique, au Canada et en Colombie, était convaincue que Judith Brassard n'avait probablement pas eu droit à un procès juste et équitable. Une version espagnole de notre reportage sera bientôt diffusée en Colombie par le réseau RCN, qui a collaboré à notre enquête. Si vous voulez nous contacter, consultez notre site Internet à l'adresse suivante. Vous pouvez y faire vos commentaires et vos suggestions et revoir nos reportages. Pour connaître notre démarche journalistique, je vous invite à consulter mon blog. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter. Veuillez prendre note qu'Enquête est rediffusée le dimanche à 14h sur la première chaîne de Radio-Canada et à 18h au Réseau de l'information. Merci d'avoir été là. Bonsoir. À la semaine prochaine.